Quand je croise la ligne, les 600 mètres avant, où il y a plusieurs membres de l'équipe de France qui sont là, qui font, tu sais, une petite haie d'honneur avant que tu arrives sur le tapis de l'organisation. T'avais 2 arches, en fait. T'avais une première arche et après t'avais un petit peu plus loin, t'avais l'arche finale. Donc quand j'arrive, je croise tout le monde de l'équipe, j'ai le drapeau en main et que là je laisse aller les émotions. C'est des belles images, je les ai en tête, tu vois, au moment où tu me les racontes, je les revis aussi. Moi je les revis à 100%, là, je ferme les yeux, je m'y projette. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour ou découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. J'ai le plaisir de recevoir dans ce nouvel épisode Marion Delespierre. Après une première expérience avec le maillot de l'équipe de France de trail en Thaïlande en 2022, Marion a réalisé une performance exceptionnelle au début du mois de juin dernier au championnat du monde de trail à Innsbruck. Elle en est revenue le coup chargé de 2 médailles d'or, une en individuel et une par équipe. Un accomplissement individuel et collectif particulièrement significatif pour Marion, qui nourrit depuis son plus jeune âge ce rêve de porter et de faire briller les couleurs de l'équipe de France. Marion a livré à Innsbruck une course aboutie, pleinement contrôlée, sans jamais rien lâcher et en s'interdisant jusqu'aux dernières secondes de course de croire à un possible sacre individuel. Une course qu'elle a gérée avec raison et justesse, avec vérité en somme. Mais je ne vous en dis pas plus. Marion va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique, l'or de vérité. Bonjour Marion. Bonjour Guillaume. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode de Course Épique. Ça fait longtemps que j'ai envie qu'on échange. On a failli se parler en début d'année, puis il y a un petit conflit d'agenda qui ont fait qu'on n'a pas pu le faire, mais je suis très heureux qu'on se retrouve quasiment 1 an plus tard pour pouvoir échanger. Tout va bien ? Mais oui, écoute, tout va bien. C'est vrai que ça fait un moment qu'on doit échanger ensemble. Et écoute, au mieux tard que jamais. Donc, ça a été un plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec toi. Et puis en plus, tu vois, quand on y pense, il y a une médaille d'or entre les deux. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. C'est vrai. Marion, on enregistre cet épisode aujourd'hui, donc le vendredi 3 novembre, qui est la journée internationale de la gentillesse. C'est quoi, toi, le dernier acte de gentillesse que tu as reçu ? Est-ce qu'il y en a eu aujourd'hui ? Une attention gentille ? Oui, de mes petits-neveux. Un petit dessin, un collier de nouilles ? Pas de collier de nouilles, mais voilà, des petits câlins, des pets bisous. Et voilà, pour moi, c'est déjà bien. C'est déjà et toi, beaucoup. Ton dernier geste gentil sur les sentiers, c'était quoi ? Écoute, je me souviens pas là comme ça. Peut-être un gel donné ou. Ouais, j'allais dire une flasque. J'avais cru comprendre que Baptiste Chassagne avait pioché un peu dans tes fraises Tagada pendant le championnat du monde. Si je me trompe pas, on peut se dire que c'est ça. Je sais pas, t'avais peut-être pas donné ton consentement, en revanche. Je n'étais pas là pour voir ça parce qu'il était avant moi, mais écoute, quand j'ai su l'anecdote, ça m'a bien fait sourire et j'étais bien contente qu'elles aient pu servir aussi à quelqu'un d'autre et encore plus, on va dire, à Baptiste que j'apprécie beaucoup. Donc c'est resté cette petite anecdote des fraises Tagada. Et figure-toi que maintenant, il en prend aussi sur ses ravitaux de course. Donc en plus, j'ai l'impression que fraises Tagada, ça rime avec remontada, de ce que on a pu voir avec Baptiste sur les championnats du monde. Vois, on choisit pas son aliment plaisir pour rien, j'ai fait exprès. Marion, j'ai fait bosser ChatGPT. J'imagine que tu vois cette intelligence artificielle pour justement te générer 4 phrases gentilles à te lire, tu vois, pour qu'on démarre l'épisode dans les meilleures dispositions possibles. Je vais te les lire. Je le pense évidemment, mais c'est ChatGPT qui pour le coup a pris la plume. Marion, nous sommes incroyablement honorés de t'accueillir sur notre podcast aujourd'hui. Ta récente victoire en tant que championne du monde de trail en 2023 est une source d'inspiration pour tous les amateurs de course à pied. Ta détermination et ton talent incontestable nous rappellent que les rêves peuvent devenir réalité. Merci de partager tes précieuses expériences avec nous et nous sommes impatients d'en apprendre davantage sur ton parcours exceptionnel. Est-ce que tu as envie d'avoir ChatGPT pour t'encourager sur les sentiers ou pas ? C'est pas mal, ça fait le boulot quand même.
C'est fou, hein. Ouais. Enfin, franchement. Je vais donner deux, trois infos. Alors, moi, je m'en sers pas beaucoup, mais, enfin, j'ai déjà eu l'occasion de regarder par curiosité ce qu'ils pouvaient proposer quand tu interroges cette intelligence artificielle et ouais, c'est assez dingue. C'est à la fois flippant et fascinant. Ça commence pas. Tous les adjectifs par F. Marion, on va se lancer dans le cœur de notre sujet d'aujourd'hui. Je vais te demander de te présenter pour nos auditeurs, mais il y a une petite contrainte habituelle dans cette question inaugurale. Tu n'as pas le droit de me parler de sport. Qu'est-ce qu'on doit savoir de toi sans parler à ce stade de sport? Oh il y a d'autres choses. Donc Marion Delipierre, j'habite à Lyon. Ça fait maintenant une dizaine d'années. Je suis lilloise d'origine et je suis médecin à Lyon. Et voilà, j'exerce. Ça occupe quand même une grosse partie de mon temps et du coup c'est quelque chose qui fait énormément, enfin qui occupe une grosse partie de ma vie parce que bon, les études furent longues et puis après le travail derrière est assez conséquent, mais voilà, c'est aussi un métier passion et que j'exerce à Lyon actuellement. En dehors du boulot, une passion. Ouais, très bien. Un petit hobby, une petite passion secrète. Comment tu as un moment oisif? Qu'est-ce que tu fais quand il y a rien à faire? Je cours. Ça ressemble à du sport, ça. Je cours, ouais, on pourrait dire voilà, activité physique, sport santé. Non, je fais du trail, ouais, dans mes monts du Lyonnais, mes monts d'Or, et puis quand je peux m'échapper le week-end, j'essaie de rejoindre les massifs alpins qui sont pas très très loin de Lyon et où j'aime passer du temps en montagne sur les sentiers et c'est quelque chose que j'aime partager aussi avec mon entourage, mon compagnon et puis aussi mes amis de course à pied, quoi. Marion, on va prendre la machine à remonter le temps et revenir à tes plus jeunes années. Quelle était la place du sport dans tes plus jeunes années? Je sais que la natation a été très présente. À quel moment elle est arrivée dans ta vie? Est-ce que ça a été tout de suite la discipline dans laquelle tu as eu envie de t'exprimer ou est-ce que tu as tâtonné, expérimenté aussi d'autres sports? Écoute, j'ai commencé par de la danse classique, donc pas trop énervée, mais j'y allais une fois par semaine, je pense, comme pas mal de petites filles. J'ai été inscrite à un cours de danse pas très loin de chez moi. Alors j'ai pas une famille de grands sportifs. Si mon père et mes frères s'y pratiquaient, mais voilà, c'était pas non plus, on baignait pas non plus là-dedans. Après, j'ai toujours vu des matchs de foot à la télé, Stade 2 le dimanche soir aussi, donc il y avait quand même on va dire un esprit sport sans que ça occupe voilà la vie de famille. On n'était pas tous les week-ends partis faire des randos ou des marches. Voilà, comme je te dis, je viens du nord de la France et c'est sûr qu'on était moins tourné là-dessus. Par contre, les plages du Nord, je les connais par cœur. La natation est venue vers 12-13 ans. Je nageais pas mal l'été, j'avais une pratique plutôt voilà, estivale, comme je pense pas mal d'enfants qui vont à la mer ou à la piscine l'été. Et il y a un maître nageur qui m'avait repéré et qui avait dit à mes parents et à mon grand-père aussi à l'époque qui m'accompagnait beaucoup et il avait dit ce serait quand même pas mal de l'inscrire à un cours de natation parce qu'elle a l'air de quand même bien se débrouiller et c'est parti de là. Voilà, j'ai découvert le sport qui pour moi le sport d'endurance à ce moment-là. Les débuts ont pas été très évidents parce que j'aimais nager mais je me retrouvais confrontée, tu vois, avec la dureté quand même de ce sport je sais pas si tu as déjà nagé mais les clubs de natation c'est vrai que il y en a qui disent que c'est l'école de la vie, mais quand tu arrives dans l'eau et que tu nages 1 heure et demie et que tu connais pas en fait ce que c'est de te rentrer dedans, d'avoir mal un peu, tu vois, à cet âge-là, tu découvres un peu je pense ces sensations-là aussi. Et les débuts ont été quand même pas si évident que ça parce que je me demandais ce que je faisais dans l'eau, quoi. Moi, j'avais juste envie de barboter et jouer. Et en fait, non, il fallait enchaîner des longueurs. Alors, tu vois, la discipline de l'enchaînement des longueurs et des séances, c'était un peu bizarre à vivre au début. Et puis, c'est là que j'ai découvert après la compétition et le sport, le sport de compétition. Puis, ça m'a accompagnée une petite dizaine d'années, tu vois. Quel plaisir t'as trouvé justement dans la compétition? Eh ben, ce que j'aimais beaucoup, c'était les compétitions type interclub, tu vois, les trucs un peu en groupe, avec les relais, les choses comme ça. Au début, j'aimais pas tant ça. Enfin, la compète en elle-même, le truc un peu individuel, nager dans son couloir, j'avais pas forcément un immense
plaisir, c'était plus se partager avec le groupe, avec mon club et avoir des moments comme ça de partage. Mais j'ai pas eu un immense attrait pour la compétition au début quand c'était pas partagé avec d'autres membres de mon club. On aura l'occasion d'y revenir plus largement là tout à l'heure dans l'épisode, mais ce que j'ai lu en préparant notre échange, c'est que déjà, quasiment dès ton premier plongeon dans un bassin, tu as eu des envies et des rêves de maillot d'équipe de France, et c'est quelque chose qui est ancré en toi depuis très longtemps. Oui. Exactement. C'est vrai que, tu vois, les premières Marseillaises que j'ai pu entendre à la télé, typiquement sur la télé familiale, je me suis dit waouh, ça a l'air quand même intense comme moment. Et puis au fur et à mesure, il y avait des sélections chez les jeunes, tu vois, dans les équipes interrégionales, les championnats de France, les choses comme ça. Et j'ai découvert ce que c'était en fait l'équipe de France dans chaque sport. Et c'est vrai que je me suis dit au fur et à mesure de mes résultats qui arrivaient en natation, je me suis dit mais en fait ça doit être incroyable de pouvoir nager pour son pays et porter ce bonnet bleu blanc rouge et avoir ce sac bleu blanc rouge. Et c'est devenu au fur et à mesure des mois et des années un peu un rêve de gosse de pouvoir en l'occurrence à l'époque c'était nager, donc nager pour son pays quoi. C'est là que cet attrait pour le maillot est né en fait. Et ne t'a pas lâché depuis, on peut le dire. Voilà, exactement. Tu as connu des très beaux résultats. Je pense que tu avais un titre de vice-championne de France en brasse sur le sprint à 18 sur ans. 50 mètres. Ouais. Au moment de commencer la fac de médecine à Lille, à cet âge-là justement, tu décides de mettre la natation de côté. Est-ce que c'est un déchirement ou est-ce que c'est un choix raisonné, assumé? Comment est-ce que tu composes par rapport à ça? Est-ce que c'est un choix de raison ou c'est un choix de cœur? Enfin, est-ce qu'en tout cas ton cœur l'accepte? Alors pour tout avouer, au début, je voulais pas faire médecine pour pas arrêter de nager parce que j'avais bien conscience. Mon frère avait déjà fait la première année de médecine et j'avais vu la quantité de travail à abattre et je me suis dit mais en fait je vais passer de 7 entraînements par semaine à quasi rien. Et du coup je me refusais dans ma tête à me dire je peux pas aller en médecine. Et encouragée par mon frère, mes parents qui sentaient que voilà je voulais aller dans cette voie parce que je voulais faire soit médecin ou kiné. Et finalement du coup je me suis dit ok, il y a un concours, je ferai tout pour l'avoir en une année. Donc en fait ça a été raisonné après, une fois que j'ai accepté et que je me suis inscrite à la fac, ça a été vraiment un choix raisonné parce que pour moi ça valait le sacrifice d'aller nager plus qu'une seule fois par semaine pour avoir ce concours du premier coup et d'abréger un peu les souffrances de cette première année. Donc non, c'est un choix qui s'est imposé de manière raisonnée à moi pour pouvoir passer à autre chose et avoir le concours et puis rentrer enfin dans cette faculté de médecine de Lille quoi. Et ça mettait fin aussi à ton rêve d'enfant en bleu blanc rouge, ce choix-là. Et oui, du coup, je l'ai un peu enterré à ce moment-là et parce que je me suis assez vite dit que c'était des études longues et que ça allait être compliqué en natation. En fait, j'ai essayé de reprendre en deuxième année. Donc j'avais encore des qualifications pour des courses, notamment des championnats de France, des choses comme ça. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en un an, ça va très vite. En fait, t'as des nouvelles têtes qui arrivent, d'autres qui progressent et toi, t'as du mal à te refaire ta place, en fait. Donc là, je me suis dit, et puis en plus, je découvrais une autre vie à côté, ce qui est quand même, ce qui était génial aussi, une bande de copains, les soirées, les trucs, tout ce que j'avais pas trop vécu jusque-là, ou alors de manière très épisodique, parce que j'étais déjà focus sur mon sport et la natation quand j'étais au lycée. Donc là, j'ai découvert un autre univers, des autres copains et une autre vie. Et en fait, au fur et à mesure, voilà, je me suis un peu éloignée de ça. En deuxième, troisième année, je continuais à nager pour me détendre et voir les copains. Et voilà, le sport était pour moi encore très important, mais plus cet aspect de performance. Et c'est à ce moment-là que j'ai lâché progressivement ce rêve de bonnet bleu, blanc, rouge, quoi. Quelques années après, tu fais le choix d'un sport peut-être qui t'offre plus de flexibilité, et qui est peut-être plus compatible avec ton cursus et puis la charge de travail. La course à pied, c'était le sport rêvé pour ça. Est-ce que c'était d'ailleurs le seul peut-être qui soit envisageable? Eh ben écoute, après du coup c'est Nicolas, mon compagnon, qui m'a fait découvrir la course à pied parce que j'étais quand même toujours motivée pour aller à la piscine et nager, et lui il était quand même moins. Donc on a essayé de trouver une activité qu'on pourrait partager ensemble, et il courait déjà, donc en fait tout simplement j'ai mis mes baskets. Après courir ça m'a
Ça m'a toujours, tu sais, en début d'année, de saison de natation, tu fais un petit peu de course à pied. J'ai toujours aimé. À l'école, quand il y avait des crosses ou le cycle endurance, j'aimais aussi. Donc, en fait, c'est toujours quelque chose que j'ai un peu suivi de loin, qui me dérangeait pas. J'aimais bien courir, voilà. Mais y revenir quelques années plus tard et apprécier le côté pratique de la course à pied qui n'a aucune contrainte en fait, quelle que soit l'heure, tu peux y aller, quel que soit l'endroit, tu peux y aller. Enfin, pour moi, c'était le sport le plus Sauf évident. en Bretagne en ce moment, peut-être, Marion. Oui, sur les côtes. C'est l'occasion de faire un RP peut-être aussi avec le vent dans le dos. Ouais, c'est ça. Mais non, mais en tous les cas, je trouvais que c'était quand même le sport accessible. Ouais. Tu t'as pas de salle, tu dépends pas c'est pas un sport par équipe, un sport de raquette où tu dépends forcément d'un partenaire ou autre. Et du coup, c'est vrai que ça s'est imposé, ça a été naturel, ouais, effectivement. Chose que j'ai pas dite, mais qui je pense importante, c'est que là, pour situer temporellement, on parle de 2013, donc c'était il y a 10 ans, donc c'est quand même, on peut dire une discipline que tu as découvert sur le tard, ou en tout cas sur laquelle tu as décidé de te consacrer un peu plus tard. T'es pas dans un sérail de pratique d'athlète, de construction, de trajectoire, très évolutive depuis l'enfance ou l'adolescence. La course à pied, elle est finalement arrivée de façon un peu accidentelle et tardivement dans ta vie. Et on voit où ça t'a mené aujourd'hui. C'est aussi un très beau signal. Il y a ensuite plus spécifiquement le trail. Comment est-ce que il est arrivé dans ta vie? Est-ce que c'est un désintérêt pour la route qui s'est manifesté au fur et à mesure, une espèce de lassitude? Est-ce que c'était avant tout une envie de nature? Est-ce que c'est la nature même du parcours, enfin des tracés, des parcours avec du dénivelé, des descentes, que ce soit un peu plus joueur, etc. Est-ce que c'est aussi ça qui t'appelait? Comment est-ce que le trail a plus particulièrement trouvé sa place? Eh ben écoute, les week-ends, on aimait bien aller marcher dans les alentours de Lyon, sur des petits sentiers, que ce soit le Pilat, les monts du Lyonnais ou les monts d'Or. Donc déjà, on faisait quand même pas mal de rando avec Nico. Et puis et après, c'était un pur hasard. C'est avec un copain, Olivier, il nous a proposé un trail, une course en pleine nature. On s'est dit, ah bon, dans Quelle drôle d'idée. Ouais, dans le Luberon. Pas de building, pas d'immeuble, rien. Exactement. Ouais. Dans le Luberon. Et là, la petite particularité, c'était que c'était de nuit. Donc, en plus, tu vois, il fallait une frontale. Enfin, bon, bref. Du coup, on s'est embarqué dans ce trail-là et on est parti à 3 faire cette course et c'était génial. Moi, j'en garde un souvenir. Je m'en souviens, tu vois, un peu comme si c'était hier. Alors, je trouve ça chouette de se souvenir comme ça de son premier trail. On sent l'émotion, là, Marion, on la sent bien. Ouais, non, mais écoute, franchement, on était avec nos baskets de route, on n'était pas du tout équipés. Et là, il y avait déjà des gens dans le peloton qui étaient, enfin, tu vois, habitués. On sentait qu'il y avait des vrais trailers. Enfin, pour moi, je les regardais et j'avais l'impression de pas du tout être équipés par rapport à eux. Et on a pris un immense plaisir et on s'est bien marré. C'était un super week-end et j'avoue que voilà, c'est parti de là. Et après, au fur et à mesure, t'as envie de refaire un et un autre et puis l'enchaînement s'est déroulé. S'opère naturellement, oui. Exactement. Et à quel moment toi, t'as pris conscience de tes capacités? Est-ce que ça a été ta propre perception sur tes performances ou en tout cas sur le potentiel que tu avais? Est-ce que c'est des regards extérieurs qui t'ont aussi guidé, peut-être incité à t'y consacrer plus intensément? Ça a été quand même longtemps une pratique, comment dirais-je, de partage et de loisirs et de le temps, tu vois, de finir déjà mon cursus d'interne. Il y avait vraiment pas cet aspect performance et autres. Alors après, oui, c'est sûr que des copains ou même Nico me disaient, tu vas faire encore avoir une bonne place, tu vas faire podium. Et pour moi, ça restait des courses régionales. Je m'emballais pas du tout. Et puis le but, c'était vraiment pas de performer ou quoi à ce moment-là, c'était juste que je prenais vraiment beaucoup de plaisir et à courir et j'aimais bien courir longtemps et j'aimais bien le côté balade en montagne et plus j'allongeais le kilométrage, mieux je me sentais. Donc en fait, tu vois, c'est parti de là et puis après, on s'est inscrit dans une asso, dans un club de running à Lyon en 2015. Et puis, au fur et à mesure, j'ai l'impression que les choses se sont fait, tu vois, hyper lentement, au fur et à mesure. Ouais. Très graduellement, très lentement. Et des fois, j'observe aujourd'hui que ce soit des patients ou des amis qui courent où tout va, tu vois, très très vite, où tout de suite t'as le coach, tout de suite t'as le plan d'entraînement, tout de suite j'avais vraiment l'impression qu'on faisait ça
au feeling, quoi. Enfin, tu vois, on regardait un calendrier. Ah, bah, ça, cette course-là, dans le Kéra, ça a l'air joli. Bah, vas-y, on va se faire un petit week-end pote là-bas et une course. Rien n'était programmé. Ça a été très lent, en fait, très à se mettre en place. En tout cas, dans ma tête et dans notre démarche, ça a été quelque chose de, voilà, d'assez lent et graduel, ouais. Je saute un peu dans le temps, Marion, après t'avoir fait reculer dans le temps, je t'ai fait un peu avancer. En décembre 2018, il y a un moment, tu me corrigeras, mais qu'on peut peut-être qualifier de bascule, qui est relatif à la planification de l'année 2019, où là on est peut-être dans une organisation un peu plus structurée. Dans cette année 2019, il y a la Maxi Race, il y a la Diag aussi, voilà, qui va être, je pense, qui va apporter quelque chose de différent dans ta structuration de ta préparation, en tout cas de ton approche de la course. Donc ça va être à la fois dans la phase amont une approche un peu différente, et puis au regard des résultats que tu as obtenus, ça va aussi changer des choses, j'imagine, dans ton esprit, et puis peut-être dans l'engouement ou l'intérêt autour de toi et de ton potentiel sportif. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce qui s'est passé à cette période-là? Et puis il y a eu un acteur, je pense, important dans ta vie à ce moment-là aussi pour t'accompagner sur ces objectifs. Effectivement, je dirais que ça a même commencé un petit peu dans ma tête en 2016-2017 quand on est parti vivre à La Réunion avec Nico et qu'il a participé à la Diagonale des Fous à ce moment-là. Et donc moi, je lui faisais son assistance et déjà, j'ai découvert cette course qui traversait l'île de La Réunion avec des sentiers magnifiques, enfin inaccessibles. Parfois, tu vois, quand tu fais une assistance en voiture, à un moment, je voulais aller le rejoindre dans ma fat et en fait, je découvre sur place que mais je peux pas y aller comme ça. Faut que je laisse la voiture, je passe par le col du Tailbit et enfin en fait, j'ai découvert cet univers-là et ça se mérite l'assistance sur la Diag. Et quand tu connais pas du tout La Réunion, tu sais, ça faisait 15 jours qu'on était arrivé sur l'île et ça a été déroutant. C'est facile d'être largué, ouais. Ouais, très, très facilement largué. Et là, j'ai découvert cette course et pour moi, c'était quelque chose qu'il fallait faire un jour. Donc, on revient de La Réunion et tu vois, un an après, un peu plus, un an et demi après, je décide de m'inscrire dessus et là, ça a été un peu pas la panique, mais je me suis dit, je peux pas rester comme ça à bricoler dans mon coin et à faire mes séances de fractionné au parc de la Tête d'Or, quoi. Il faut qu'à un moment cadrer le truc, et parce que je voulais y aller vraiment. Qu'on m'apporte des racines et des cailloux dans tous les sens, s'il vous plaît. On cherche, il y a des escaliers à Lyon, hein, mais je sentais qu'il fallait autre chose et il fallait que ce soit structuré. Puis c'était un peu concomitant aussi à mon installation en tant que médecin du sport sur Lyon. Donc il y avait beaucoup de paramètres qui rentraient en compte. Il y avait cette installation-là professionnelle, le fait de vouloir monter un peu en distance, de m'inscrire à la Diag. Et là, en parlant avec un ami avec qui je cours sur Lyon, il m'a conseillé Patrick Bringer en entraîneur. Et du coup, j'ai appelé Patrick et voilà, l'histoire du coaching, on va dire, a démarré à ce moment-là vraiment avec comme ligne de mire, comme objectif la diagonale fin octobre 2019. C'est comme ça que ça s'est lancé en fait. Je pense que c'est le moment de dire ton résultat humblement sur la Diagonale des Fous cette année-là, Marion. Oui, du coup je fais deuxième à La Réunion et puis c'était une expérience de vie incroyable et j'espère bien y retourner un jour. J'en reviens, là, j'y suis encore à moitié, là, je t'avoue. J'en doute pas. Je l'ai pas couru, mais je l'ai observé de près, j'ai eu cette chance et c'est vrai que je comprends l'attraction de la course. C'est incroyable. C'est incroyable. Cette Diag et puis il y a la Maxi Race aussi sur laquelle tu avais très bien réussi. Ça a changé des choses pour toi dans tes envies ou dans ton entourage, dans la structuration autour de toi? Est-ce que ça a bousculé des choses ou c'était une étape de plus? Oui, c'est un peu, quand même vis-à-vis effectivement de mon entourage, de mes collègues de travail aussi, de mon sponsor aussi à l'époque. J'étais déjà avec On, donc ils m'ont proposé. Avant, j'étais comme un peu, comment dirais-je, un peu ambassadrice du Team France On et j'ai eu un premier contrat l'année qui a suivi en 2020. Donc oui, forcément, il y a eu des modifications suite à ce résultat. Et puis moi, à titre personnel, je me suis dit qu'il fallait que je refasse
que cette distance-là, même si elle était extrêmement dure et que c'était une expérience, un voyage incroyable, je me suis dit je voulais le revivre en fait, tu vois, sur repréparer un gros objectif comme ça. Ça a été et tout de suite dans ma tête, il y a la petite lumière UTMB qui s'est allumée pour 2020 et en fait ça m'a donné envie de regoûter à une course comme ça. Et puis bon, après 2020 c'est passé ce qui s'est passé et du coup ça a mis un petit frein parce que l'UTMB n'a pas eu lieu. Mais voilà, c'est vrai que ça a intensifié mon désir sur l'ultra et puis ça a structuré un peu plus parce que j'ai décidé du coup de continuer le coaching aussi et de rester dans cette lignée de vouloir préparer un ou deux objectifs par an et de continuer à être structuré encore au niveau sportif et professionnel et de jongler entre les deux. Ça a été une surprise pour toi de finir deuxième de la Diag? Oui, déjà de finir cette course qui m'effrayait quand même beaucoup. Elle me faisait quand même peur. Je peux te dire que pendant l'année qui a précédé, je pensais Diag tous les jours, quoi. Enfin, et c'est heureusement que d'ailleurs que j'avais un entraîneur parce que ça me permettait de me cadrer et d'avoir confiance dans mon projet, mais j'y pensais tous les jours, quoi. C'était vraiment, tout était axé pour cette course. Et du coup, quand ça se passe comme ça et quand tu réussis ton plan, c'est que du bonheur. Et on a eu quelques jours après pour profiter encore sur l'île. Enfin voilà, c'était un super moment. Donc oui, là, ça reste un moment assez intense. Marion, j'ai demandé de sortir un petit miroir de ton tiroir de bureau. Je voudrais que tu me parles de ce que tu considères être tes qualités au naturel, ou en tout cas celles que tu as su développer, et puis les zones sur lesquelles tu vois encore une marge de progression possible. Donc là, tu peux me répondre sur un champ à la fois physique, mais aussi mental. Libre à toi de me dire. Sur les qualités, je pense que je suis persévérante, patiente, et j'aime le travail. Calme? Ouais, quand même, hein. Je pense que je suis Tu gardes la tête froide dans toutes circonstances sur une course? Je peux te poser la question parce que c'est ça fera écho à, je pense, la course qu'on va se raconter tout à l'heure sur laquelle tu as été, en tout cas, tu sembles avoir été très sereine et apaisée. Donc, je voulais savoir si c'était ton tempérament naturel. Ouais, non, mais je pense que c'est assez, oui, ça, c'est plutôt ça, la persévérance, le calme et le travail. J'ai toujours aimé le travail et j'ai toujours aimé être assidue et besogneuse. Donc, je pense que ça, c'est des qualités qui me servent beaucoup au quotidien. Et dans les choses à améliorer, écoute, je pense plus du coup côté entraînement, et voilà, je pense que je peux optimiser encore certaines choses et peut-être pouvoir avoir un peu plus de temps pour faire un peu plus de volume et faire un peu plus de dénivelé. Ce serait quand même l'idéal, en fait, je pense, pour performer sur ce genre de format. En tout cas, dès que tu dépasses quand même 60-80, il faut bosser, quoi. Il n'y a pas de secret, il faut faire des heures, et c'est vrai que c'est pas toujours évident à mettre en place. Alors, j'essaie vraiment de faire le job avant les gros objectifs, mais tu vois, je néglige beaucoup ma récup. Par exemple, quand je fais un bloc de 3 jours, et c'est sûr que le lundi matin à 8h, je suis au boulot. Alors après, j'ai pas un métier physique, hein. Je porte pas des charges, mais voilà, au niveau mental, intellectuel et des heures de présence au cabinet, ça compte, et c'est du temps que tu t'as pas pour toi et que tu t'optimises pas et tu récupères pas. Donc, ce serait peut-être ça l'axe de progression à titre personnel. Ouais. Est-ce que tu sens, ou est-ce que tu as le sentiment en tout cas que la discipline que tu as connue dans la natation, ou peut-être d'autres caractéristiques de ces années de pratique-là, te servent aussi aujourd'hui dans ta pratique de trail? Est-ce que c'est un héritage aussi de la structure dans laquelle toi tu as grandi, de la structure sportive en tout cas, dans laquelle toi tu as passé du temps dans les bassins? Ouais, tout à fait. Je pense que c'est vraiment un sport... je lui dois beaucoup à ce sport parce que je pense que ça, même s'il a rien à voir avec entre guillemets au niveau mécanique, tu vois, au niveau contrainte, au niveau contrainte physique, je parle musculaire, ostéo-articulaire. C'est vrai qu'il y a t'as un sport porté d'un côté et t'as un sport j'aime pas dire ça, mais impact. Je modère le mot impact, mais c'est pas du tout les mêmes sports. Mais par contre, je pense que la natation, ça m'a vraiment apporté le goût de l'effort, le goût de la transpiration, le goût
Ouais, le goût de l'effort, du travail, c'est dur hein, d'être nageur. Enfin, tu passes des heures et des heures dans l'eau pour une course peut être tellement courte. T'en fais des bornes et des bornes où je me souviens des stages où t'es 2 fois dans l'eau, t'as la séance de muscu. En fait, je passais énormément de temps et je pense que ça m'a appris vraiment beaucoup en termes de rigueur et de goût de l'effort. Le fait de nager comme ça pendant mon enfance et de travailler à côté avec l'école, enfin t'organiser au niveau organisationnel, ça m'a beaucoup appris, ça m'a vraiment appris à sectoriser chaque chose et c'est un bel héritage je pense d'avoir nagé. Pour conclure là, cette présentation inaugurale, Marion, je te propose qu'on fasse un petit peu plus, qu'on porte un peu plus attention à ton parcours professionnel. Là, tu as commencé à en parler. Cette envie d'être médecin du sport, enfin, ou en tout cas cette trajectoire et ces études que tu as voulu faire dans la médecine, ça a été tout de suite pour toi une évidence, c'est ce qu'on appelle une vocation, ou est-ce que c'est un projet qui s'est dessiné un peu au fil de l'eau? Je voulais travailler dans le sport, ça c'est sûr. Après kiné du sport, médecin du sport, ça s'est affiné quand même après avec les années. Après, je savais que je voulais faire un métier où j'apportais un service à la personne. Je cherchais vraiment quelque chose qui est pour moi du sens. Donc après la médecine, le milieu médical, paramédical, ça m'a tout de suite attirée assez jeune et du coup après la branche plus sport, c'est venu un peu avec au fil des années, mais voilà, j'avais envie d'être dans ce milieu-là et d'avoir d'apporter quelque chose aux gens il y avait de la curiosité aussi, tu vois, du corps humain, de comment ça fonctionne. Donc il y avait un ensemble de choses qui ont fait que je trouvais que c'était le métier qui m'attirait le plus, quoi. Cette profession-là que tu exerces, évidemment, elle a un impact très direct sur ta disponibilité pour ta pratique sportive. Mm-hmm. Donc, tu as des semaines assez contraintes et où tu arrives à trouver un peu des échappatoires et des temps relativement courts pour pratiquer. C'est plutôt le week-end où tu arrives à te libérer un peu plus facilement. N'hésite pas, je te mets les mots dans la bouche, mais c'est ce que en tout cas j'ai pu. Oui, on va dire que la semaine c'est des séances vraiment courtes. C'est 1 heure et puis si je veux faire plus de volume ou des choses un peu plus longues ou du vélo ou quoi, c'est vraiment plus le week-end ou vendredi, samedi, dimanche, quoi. Est-ce que cette coexistence là de ces deux projets malgré tout, est-ce que tu t'aimerais que ce soit différent ou est-ce que tu considères que c'est aussi en soi une chance et un atout d'avoir cet autre pilier hyper structurant pour toi qu'est le boulot et qui te permet d'appréhender différemment ta pratique sportive, d'y mettre peut-être un enjeu différent? Est-ce que dans quelle proportion ça peut devenir une force aussi versus peut-être une frustration de ne pas pouvoir t'y consacrer plus encore? Les deux sont c'est très ambivalent en fait parce que j'ai à la fois le côté force et parce que ça relativise énormément de choses, de courses, comme je dis toujours le lundi que je gagne ou que je perde, je suis au cabinet, les gens m'attendent et je dois apporter des réponses. Donc en fait pour moi c'est un côté qui me permet de prendre énormément de recul sur ma pratique sportive et de vraiment voir ça avec comme vraiment un bonus, tu vois, ce qu'on peut appeler un loisir important ou tu vois c'est quelque chose qui m'apporte beaucoup d'équilibre, le fait d'avoir mon métier comme ça à côté et qui m'empêche d'être une boule de stress le jour J et puis à la fois t'as toujours ce côté un peu l'autre côté qui te dit non mais en fait t'optimises rien du tout, tu pourrais passer plus de temps, qu'est-ce que ça donnerait si tu t'entraînais plus, si tu pouvais récupérer, si tu vois t'as toujours ces deux petites voix en fait qui peuvent selon les jours ou selon les objectifs voilà, c'est ce côté un peu ambivalent avec lequel je joue un peu, où il y a des jours où tu le ressens encore aujourd'hui ou tu arrives à mettre à distance justement ce questionnement un peu perpétuel? Non, franchement, je le ressens encore aujourd'hui. Après, je sais que sur une année, ça peut pas être constant. Je peux pas être à fond sur le trail tout le temps ou le boulot. Il y a des phases de l'année, tu vois, là, de cette année, de janvier à juin, et ben, j'axais quand même plus j'essaie d'axer quand même plus au niveau trail et les sacrifices, on va dire, de temps ou autre, c'était vraiment plus pour préparer les mondiaux. Mais après, j'avais besoin de cette soupape de relâchement et de me reconsacrer plus au trail, au travail, aux collègues et répondre un peu plus présente. Donc en fait, j'essaie
maintenant de me dire une année peut pas être linéaire et puis je peux pas participer à toutes les courses et je peux pas voilà il y a un ou deux objectifs maxi dans l'année et le reste du temps je me consacre à autre chose donc voilà j'essaie de me dire que je peux pas être au top tout le temps et je peux pas répondre oui à tout et je peux pas aller faire toutes les courses et je suis obligée pour être bien et pas l'impression d'avoir de courir 10 000 lièvres et d'être un peu partout mais pas là. Non, mais des fois, tu sais, je pense que ça t'est déjà arrivé où tu fais plein de choses en même temps et en fait, t'as l'impression d'être partout sans être là. Et ça, c'est pour moi, je trouve à la bonne place. Ouais. C'est hyper désagréable en fait, parce que rien n'est satisfaisant dans ce que t'entreprends. Tu fais tout à moitié et du coup, ça, pour moi, c'est hyper frustrant. Donc, je pense qu'il faut essayer de pouvoir sectoriser les choses et de mettre des priorités à certains moments. Dernière question, Marion, avant qu'on bascule sur le questionnaire de Proust. Est-ce que ton activité de médecin et les études que tu as pu faire, est-ce que tu vois aussi un bénéfice à ça dans ta pratique du trail? Est-ce qu'aujourd'hui, ça peut t'aider à donner une compréhension particulièrement aiguë de ton corps, de tes sensations, je sais pas, des leviers physiques qui peuvent s'enclencher ou peut-être psychologiques? Est-ce que tout ça, c'est aussi tout ce savoir et cette science, elle t'aide et c'est un atout pour toi? Ah oui, tout à fait. Vraiment, je pense que c'est un atout dans ce côté-là, sur comme tu dis, la connaissance de soi, la prévention des blessures, comment gérer une douleur, quand s'inquiéter, quand faire des examens, quand aller voir les copains kinés. Tu vois, je pense que de ce côté-là, ça m'apporte beaucoup, mais même pour mes patients aussi. Le nombre de fois où on me dit, c'est quand même plus sympa d'avoir un médecin qui pratique le même sport que soi et qui comprend et du coup, j'ai toujours l'impression d'avoir ce petit plus-là, en tout cas pour ce sport-là. Je l'ai pas forcément pour tous les sports, mais en tout cas pour ce sport de la course à pied ou le sport d'endurance, globalement. Que ce soit sur le plan nutritionnel, le plan entraînement, le plan gestion de l'effort, c'est vrai que je peux apporter aussi des réponses. Donc c'est l'autosatisfaction pour moi, mais aussi pour dans le cadre de mon travail et pour mes patients. Donc ça c'est c'est hyper plaisant de pouvoir être en mesure, en capacité de répondre à des interrogations qui dépassent ce que tu peux apprendre dans les livres en fait. Parce que tu as le côté très l'application concrète. Voilà, moi je dis toujours il y a les livres et il y a la vraie vie. Donc en fait il y a des fois il faut savoir aussi se détacher un peu des livres et de ce qu'on a appris et de voir un peu du côté des émotions, du feeling, comment gérer telle ou telle blessure et telle ou telle inquiétude du patient. Et c'est vrai que c'est assez chouette de pouvoir partager avec eux, quoi. Merci beaucoup Marion. On va passer à notre questionnaire de Proust. J'ai 4 questions pour toi. Ouais. La première d'entre elles, une erreur ou un imprévu qui t'a particulièrement fait avancer dans la vie, peut-être que c'est quelque chose que tu as déjà évoqué, mais si c'est pas le cas, voilà, est-ce qu'il y a un moment, un point de bascule Eh ben, écoute, je dirais sûrement l'échange que j'ai eu un jour avec Patrick au téléphone après le Covid et une course que j'avais faite en reprise. À la Cité de Pierre d'ailleurs, je me souviens. Et du coup, ça s'était pas du tout bien passé pour moi. Et là, j'ai eu un peu, tu vois, t'étais post-Covid, il y avait pas d'objectif. Enfin, on n'avait pas eu d'objectif pendant un an. Au niveau professionnel, ça m'avait vraiment bousculé, chamboulé, et même je me posais vraiment des questions sur ma pratique du trail, sur ce que j'avais encore envie de faire ou pas. Et c'est vraiment une période de flou. Et puis cet échange là avec Patrick où il me dit, écoute, qu'est-ce que tu as envie de faire et qu'est-ce qui te fait rêver, où tu veux aller. Et puis je sais pas, là j'ai eu ce souvenir de maillot bleu blanc rouge et on a échangé là-dessus et lui t'as troqué le bonnet pour un t-shirt ou un débardeur bleu blanc rouge. C'était pour moi un truc qui pouvait redonner du sens à ce que je faisais et du coup lui il était pas du tout étonné, surpris. Il me dit OK, feu, on organise ça, on y va quoi. Et puis tu sais, il avait l'air tellement sûr de lui que ça m'a un peu déstabilisée. J'ai raccroché avec lui, puis tu sais, ça me travaillait. J'en parlais à Nico et puis je l'ai rappelé. Et puis, tu vois, et du coup, j'ai dit allez, c'est bon, ok, qu'est-ce qu'il faut faire, à quelle course il faut aller, et c'est parti de là. Et je pense que ça a été vraiment un tournant pour moi parce que après, tu vois, j'ai axé quand même quasi 3 ans sur ce projet bleu blanc rouge. Et du coup, je pense que ça a été un gros tournant en tout cas dans ma vie sportive. C'est sûr que ça m'a beaucoup marqué, quoi. Deuxième question pour toi, Marion. L'émotion la plus difficile à gérer? Pour moi, c'est la peur.
La peur, parce qu'elle me paralyse assez facilement et t'as le stade où t'es vraiment, t'as l'appréhension, un peu de crainte pour moi, et après t'as vraiment ce stade de peur où je me sens bloquée je sais plus par quel bout commencer, et du coup la peur elle peut être, sur plein de domaines, hein, sportif, sur une course par exemple, ou sur un objectif professionnel, et du coup je pense que c'est la plus difficile à gérer. Ouais. Est-ce que tu vois des avancées sur ça? Est-ce que le fait de l'avoir compris, est-ce que ça t'aide à la gérer un peu plus facilement aujourd'hui? Oui, tout à fait, ouais. Et puis après, au niveau mental, et il y a quand même beaucoup de leviers possibles aujourd'hui, avec des professionnels qui sont formés à la préparation mentale aussi. Donc, bien sûr, ça se travaille et c'est... Ça, c'était niche. Ouais. Comment est-ce que tu finirais la phrase « Je me sens heureuse quand » ? Je me sens heureuse quand j'ai un objectif où je suis préparée. Quand je me suis fixé un cap et que j'arrive le jour J en me disant bah ok, là tout est fait, et t'as fait tout ce que tu pouvais pour arriver le jour J prête. Donc c'est un examen, c'est une course, c'est un congrès où je dois pas présenter, et c'est pour n'importe quelle chose, c'est vraiment de s'être donné les moyens d'être prêt le jour J, quoi. Est-ce que ça veut dire que ça relâche la pression sur l'atteinte du résultat ? Tout à fait. Tout à fait, c'est vraiment arriver, du coup, t'es serein, quoi, en fait. T'es serein parce que tu sais que t'as donné, alors que si t'as pas du tout bossé ton truc, ta présentation, t'as pas préparé ta course, et que t'angoisses, en fait, avant de te lancer. Donc, je préfère ne pas y aller, tu vois, et je peux pas me dire, moi, je vais faire une course et on verra, je suis pas prête. Bah, non. Je préfère rester chez moi, hein, et faire autre chose. Donc voilà, je suis heureuse quand quand je me fixe un objectif et que je travaille pour y arriver. Dernière question pour toi, Marion. Une chose qu'on ne sait pas de toi, que tu nous as pas déjà dite. Une passion secrète, une anecdote qui te soit arrivée, quelque chose d'insoupçonnable. Je ne collectionne pas les timbres. Je ne fais pas de macramé. T'as pas de poster de Ryan Gosling dans ta chambre? J'ai pas de poster de Ryan Gosling. Non, là, tu vois, c'est un peu plus C'est quoi ton péché? Mais le truc qui peut faire plus plaisir dans une soirée, c'est d'aller à un concert, c'est d'aller au ciné, c'est de voir du théâtre, de la danse. Qu'est-ce qui te procure du plaisir? Écoute, moi, j'aime bien boire une bonne bière avec des amis. C'est pas mal. Partager un bon repas avec une bonne bière, hein, ou un bon verre de rouge, un truc, tu vois, sympa. Et une fraise tagada, et c'est parfait. Ouais. Ça va pas trop ensemble, mais... Ça doit pas mal se... Attends, les fruits rouges avec le vin, peut-être? Ouais. À tester, peut-être. Je te dirais. Pas sur les ravitaux, par contre. Merci beaucoup, Marion. On va parler maintenant de ta course épique qui nous intéressait aujourd'hui. Donc, c'était le championnat du monde de trail 2023, donc qui sont tenus au mois de juin en Autriche, à Innsbruck. Donc, c'était trail et course de montagne, je précise. Ouais. C'était du 6 au 10 juin dernier. Donc, le format long auquel tu as pris part, auquel tu as pris part, faisait environ 85-87 km selon la police ou l'organisation, à peu près 6 000 mètres de D+, un peu plus même, légèrement plus long que le parcours qui avait été initialement imaginé. Le départ a été donné de Neustift pour rejoindre Innsbruck. Alors là, ça va être le grand moment de solitude et de prononciation d'autrichien. À tout à l'heure. Après le départ, direction de première ascension vers le Naturschauplatz Spiel, 2180 mètres d'altitude au 8e kilomètre, soit déjà 1000 mètres de D+ à vallée, donc c'est une jolie petite bosse pour se mettre en jambes. Cap ensuite vers le point culminant au kilomètre 25, qui est lui à 2500 mètres d'altitude. Le paysage magnifique et les sentiers techniques font du segment suivant qui passe devant le Kemater Alm au kilomètre 46 et le long du lac Salfeinsee, un lieu de prédilection pour la pratique du trail et de la randonnée dans le Tyrol. Une fois cette section terminée, place au retour dans la vallée, la traversée de l'autre côté annonçant la dernière étape de la course et surtout la dernière bosse. Après un ultime arrêt à Cranbitten au kilomètre 68, la Nordkette attend d'être conquise sur une montée de 1000 mètres de dénivelé positif avant une dernière descente technique qui mène à la ligne d'arrivée à Innsbruck, pleinement méritée. Au total, 68 nations étaient représentées sur cette édition 2023, soit 1200 athlètes présents sur les 4 disciplines proposées, avec 10 courses qui étaient au programme, donc les 2 trails longs et courts, 2 courses verticales, hommes et femmes, et puis 4 courses en montagne classiques, plus avec les juniors. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On est tous super calés sur l'Autriche maintenant et sur ces championnats du monde. Marion, je ne sais pas à quel point tu connais le podcast, mais après la présentation de la course, il y a une rubrique qui s'appelle la question qui pique. Voilà, donc ça c'est le petit moment un peu délicat, mais on s'en amuse et puis voilà, ça va bien se passer. J'ai travaillé un petit peu pour imaginer des championnats du monde
voilà, aussi divers que possible. Je vais t'en citer 10. Il y en a la moitié qui existe, la moitié qui n'existe pas. Donc, je vais te demander de me répondre un peu en rafale sur existe ou pas. Okay. En gros, vrai ou faux. Ça marche? Ouais. T'es prête? Ouais. Il n'y a évidemment aucune façon d'avoir la bonne réponse. Voilà, ça va être un peu la roue de la fortune. Les championnats du monde de saut en hauteur sur échasse. Existe. Bravo. Championnat du monde de combat de sumo sur glace. Existe pas. Bravo. Championnat du monde de danse sur tapis roulant. Existe. Existe pas. Championnat du monde de cri de chèvre. Existe. Bien. Championnat du monde de course en lit à roulettes. Existe. Ouais, t'es forte, t'es en 4 sur 5. Championnat du monde de saut à l'élastique en costume de super-héros. Ah, existe. Eh ben non, ça n'existe pas, mais je pense qu'il y a un créneau. Hein. À mon avis, il y a un truc. Si tu cherches ta reconversion, à un moment, si t'en as marre de la médecine, je pense qu'il y a peut-être un marché là. Championnat du monde de saut en parachute nu. Allez, j'en s'en fous. Existe. Ouais, existe. Je sais pas, vous allez chercher sur YouTube des vidéos de ce truc-là. Je pense que ça va être assez particulier. Les championnats du monde de pliage de serviettes. Existe. Mais oui, 6 sur 8, t'es incroyable. Championnat du monde de saut en hauteur avec un trampoline. Tu m'as dit qu'il y avait la moitié qui était... Ah, tu comptes. Ah, t'as fait ton décompte. Ouais, il y a la moitié. Oui, là, mécaniquement, tu pourrais savoir. La moitié est vraie, la moitié est faux, ouais. Elle n'existe pas. Bravo. C'est dommage, ça. Pour le coup, franchement, c'est un truc à créer, le championnat du monde de saut en hauteur avec trampoline. Dernière question. Donc là, a priori, t'as fait tes calculs savants, donc tu vas trouver sans difficulté. Les championnats du monde de construction de maisons en cartes à jouer. Ça n'existe pas. Attends, j'ai mal compté. Ouais, si, c'est bon, existe. Non, si, t'as bien compté. Bravo. 8 sur 10, incroyable. Bah, tu vois. Écoute, pas mal, hein. Franchement, t'as répondu avec brio. Ouais, t'es vraiment notre championne. La question pour une championne, c'est pour toi. Est-ce que tu veux partir avec ton encyclopédie sur la flore autrichienne ou tu préfères revenir dans un prochain épisode pour remettre ton titre en jeu? Ouais, que je revienne. J'avais peur que tu me demandes de parler en allemand, en fait. Pour tout avouer, la question typique, je me suis dit, oh là là, il va me demander un truc en allemand, mais non, ça va. Non, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd pour la prochaine question qui pique ensemble, Marion. Je me le note la prochaine fois qu'on se croise derrière le micro. Ça marche. Marion, on va remonter un peu le temps et rentrer dans ta course. Tu l'as évoqué tout à l'heure brièvement, donc il y avait un projet du TMB 2020 qui a été décalé pour les raisons qu'on connaît de Covid. Oui. Ça a été difficile pour toi parce que c'est l'occasion aussi de s'illustrer et de performer et de rentrer dans le radar et dans la sélection de l'équipe de France. Donc toi, tu as fini 4e en 2021. Est-ce que c'est dans ces moments-là, quand une course majeure comme celle-là, au-delà peut-être même de la sélection, est décalée, reportée, est-ce que c'est des choses que tu acceptes avec sagesse ou et philosophie ou c'est beaucoup de frustration? Cette année 2020, non, j'ai accepté vraiment avec beaucoup de recul parce que vu ce qu'on avait vécu au niveau sanitaire, c'était prévisible en fait. Tu vois, je me suis dit non mais c'est normal quoi. Donc non, ça m'a pas. T'es toujours un peu déçu sur le coup, mais après ça m'a pas plus chamboulé que ça parce que je trouvais ça logique au vu de ce qui s'était passé dans le monde cette année-là. Donc non, je me suis dit, écoute, ce sera à faire en 2021 et puis voilà quoi. Et dans le même registre, justement, cette année 2021 où la 4e place que tu connais à l'UTMB t'ouvre les portes de l'équipe de France, mais il n'y a pas de championnat du monde à ce moment-là pour à nouveau en raison du Covid. Là aussi, tu portes le même regard sur ce décalage. Est-ce que tu l'acceptes aussi sereinement? Oui, je l'accepte parce qu'il est censé être repoussé en février 2022. Donc je l'accepte même si c'est un peu compliqué, je me dis que voilà, ça repart un peu au niveau de l'Asie. Ce que je comprends pas trop, c'est que quand c'est repoussé en février 2022, c'est toujours en Asie alors que tu vois, je me suis dit on aurait peut-être pu le faire vu que ça repartait quand même pas mal en Asie. Je me suis dit ils auraient peut-être pu le faire en Europe ou enfin tu vois dans un pays où il y a peut-être moins de cas de Covid. Donc j'étais plus frustrée par rapport à ça. Après quand la deuxième fois, enfin du coup quand en février ou ça devait être en mars ou en février, on apprend qu'en fait ce sera en novembre. Ouais, là c'est super dur. Là par contre et que surtout il va falloir se requalifier. Aux yeux de la Fédé, là pour moi c'est le coup de massue quoi. C'est vraiment, je l'ai pas du tout bien accepté parce que en fait tu prévois des choses autant sur le plan perso que professionnel et en fait tout se retrouve bousculé et tu dois encore remettre ton bleu de travail pour te resélectionner et refaire tout le circuit pour avoir regagné sa place et du coup
ouais, là j'avais un petit peu un ras-le-bol et j'ai réfléchi à cette question. Est-ce que j'y vais jusqu'au bout? Est-ce que je retente ça ou est-ce que je passe à autre chose, quoi? Et je me suis vraiment dit à ce moment-là, je me suis vraiment beaucoup posé de questions fin 2021, début 2022, parce que quand c'est repoussé encore une troisième fois et qu'en plus il faut se resélectionner, ouais, c'était un peu la goutte d'eau là. Il y a dû y avoir quelques coups de fil avec Patrick là à ce moment-là. Ouais, il y en a eu. Donc la sélection, il faut que tu ailles la rechercher au même titre que les autres membres de l'équipe ou ceux qui avaient été sélectionnés. Mm-hmm. Tu penses que c'est le cas au Ventoux 2022 où tu finis quatrième? Malheureusement, le nombre initial de coureuses sélectionnées pas celui qui était prévu, ce qui fait que tu te retrouves dans un statut de remplaçante pour les championnats d'Europe qui sont prévus au mois de juillet en Espagne. Tout à fait, voilà. Je me suis dit, ça y est, c'est fait. Après le Ventoux, je fais une belle course et j'ai pour moi ce ticket. Et en fait, quelques temps après, j'apprends qu'en fait c'est pas 5 places qu'il y a pour c'est pas 4 places qu'il y a pour les Europes, mais attends, je me confonds. Non, c'est pas 5 places, mais c'est voilà, 5 places, mais 4 titulaires plus une remplaçante. 4 titulaires plus une remplaçante. Et là, ce qui est logique, voilà, la championne de France de trail long est dans l'équipe de France, et du coup, je me retrouve remplaçante. Et là, je me suis dit, il faut vraiment s'accrocher pour l'avoir ce maillot. Franchement, là, c'est assez compliqué dans ma tête à ce moment-là. Mais bon, voilà. Il manquerait plus que tu te blesses et que tu puisses pas faire la CCC en 2022. Voilà. Bah, figure-toi que c'est ce qui arrive. Incroyable. Incroyable. Donc voilà, encore une fois, il a fallu sortir la carte patience, résilience et accepter, digérer, avaler et puis se remettre au travail dès que possible et puis c'est ce qui s'est passé pour la Thaïlande en fait. Et alors laisse tomber, je suis arrivée en Thaïlande avec une envie décuplé parce que quand j'ai eu ce maillot, quand il y a eu la remise des dossards par Adrien et tout, enfin t'imagines même pas ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, quoi, parce que là ça y est, je touche ce rêve, le départ de la course c'est le lendemain et j'ai une motivation qui est indescriptible et énorme et qui vraiment prend le pas sur tout ce qui pourrait être négatif au départ d'une course, la peur, le stress. Il y a tellement de joie et de satisfaction, de bonheur, de fierté d'être avec ce maillot, ce dossard sur le torse au départ des mondiaux en Thaïlande que c'est incroyable. Est-ce que tu as trouvé ta place facilement dans tout cet environnement qui doit être quand même très différent? J'imagine que tu connaissais aussi très bien l'essentiel des athlètes que tu as été amené à côtoyer dans l'équipe de France, mais trouver sa place dans le staff, entre les gens qui sont là depuis longtemps, les athlètes qui arrivent aussi, les jeunes pousses, est-ce que toi, ça a tout de suite été ton élément? Je me suis tout de suite sentie bien à ma place et puis bah du coup j'avais quand même fait 2 stages de préparation avant, ou 2 ou 3. Avant d'aller en Thaïlande, donc 3. Donc en fait, même si j'avais eu ce statut de remplaçante pour les Europes et je me sentais comme à la maison, j'étais très bien. En plus, bah voilà, j'ai découvert des belles personnes dans cette équipe de France et puis voilà, Adrien, enfin il y a eu la passation entre Philippe et Adrien. Adrien nous a mis tout de suite voilà, hyper à l'aise et ça a été très naturel, très fluide. Il y a vraiment pas eu d'accro ou d'appréhension. Toujours un petit peu la veille de ton premier stage, tu te demandes un peu où tu vas mettre les pieds, mais après c'était génial. Et puis moi je retrouvais un peu cette ambiance de natation, tu vois, de retrouver les stages et tout. J'en ai fait tellement pendant mon enfance que là de se retrouver en groupe, partager le même sport et être chouchouté, c'est génial. Donc j'ai adoré revivre ça avec le trail, quoi. Est-ce que tu peux nous raconter brièvement cette course qui s'est pas tout à fait passée comme prévu? Il y a eu un fait de course très marquant et des images que je pense beaucoup d'entre nous avons en tête, notamment à l'arrivée. Oui, bah cette arrivée avec Audrey, c'est sûr que c'est Audrey Tanguy. Avec Audrey Tanguy, ouais. Qui ne connaît pas Audrey. Non, mais en fait, cette arrivée, elle est magique et
et elle était tellement pas imaginée. En fait, au départ, il y a eu aucun, parce qu'on a eu des questions sur ça. Est-ce qu'on avait entre guillemets passé un pacte pendant la course? Est-ce qu'on avait prévu ça? Mais pas du tout. Enfin, c'est vrai que ça s'est fait. On s'est retrouvés assez rapidement en début de course ensemble. On était un peu dans le même tempo, le même rythme. Et puis assez rapidement, dès qu'il y en avait une qui avait un moment son point fort, bah du coup ça boostait l'autre, que ce soit en montée ou en descente. Je sais qu'Audrey à ce moment-là était plus à l'aise que moi sur les parties descendantes, et moi c'était plus sur les bosses. Donc en fait ça s'équilibrait vraiment, et on se donnait beaucoup d'énergie sans forcément parler, tu vois. On se donnait beaucoup d'énergie l'une et l'autre. Et puis après il y a eu il y a eu aussi des échanges, il y a eu quelques fous rires aussi pendant quelques rires. Enfin honnêtement, on a vécu une tranche de vie, on a vécu une belle tranche de vie, 9 heures partagées avec Audrey. C'est quand même magnifique. Ça arrive pas sur beaucoup de courses quand même, de sur toute cette intensité là, de pouvoir partager 9 heures avec quelqu'un, et je pense que ça nous a marqué beaucoup toutes les deux ce moment-là. Et puis alors l'arrivée, quand on récupère le drapeau et qu'on fait cette dernière ces derniers 400 mètres jusqu'à la ligne d'arrivée, c'était hyper émouvant. Et Blandine qui arrive sur la ligne d'arrivée, et moi je voulais absolument savoir si ça y est, on était championne du monde, si ça le faisait au classement par équipe avec l'addition de nos temps de chacune. Et là elle nous dit ouais c'est bon, on est championne du monde. Alors là c'était très très émouvant. Et ouais, toute la course et toute cette arrivée, c'est très fort quoi. C'est très fort, et c'est quelque chose, je pense, je me souviendrai toute ma vie. Et ça a tissé vraiment quand même un lien particulier avec Audrey, parce que c'était une course, c'était pas n'importe quelle course, et puis c'était un beau moment de vie, oui. Est-ce qu'il y a de la place pour des regrets individuels, ou là, la récompense collective est absolue et elle prend pas sur toute autre considération? Il y a aucun regret. On a donné vraiment le meilleur de nous-mêmes le jour J, et on a partagé cette course ce jour-là. On a tout donné. On savait très bien. Moi, je répétais tout le temps. Je répétais tout le temps à Audrey, chaque seconde compte, parce que Adrien nous avait dit ça aussi. C'est une addition. Comme c'est une addition de temps, des fois, ça peut se jouer à vraiment pas grand-chose. Donc, il fallait pas qu'il y ait de relâchement à aucun moment. On s'est vraiment accroché. Dès qu'il y en avait une qui voulait nous doubler, on remettait un coup. Enfin, tu vois, c'était tout au long de la course, c'était vraiment la Jamais laissé la garde. Ouais, non, on n'a rien lâché quoi. Et du coup, franchement, ça aurait rien changé. Enfin, il y aurait pas eu de grosses différences si on avait couru chacune de notre côté. Et je pense que ça nous a apporté quand même beaucoup de force le jour J. Et en plus, je trouve que les émotions aussi sont tellement importantes à l'arrivée que voilà, il aurait aucun intérêt qu'on joue une arrivée au sprint. Enfin, tu vois, toutes les deux, 6 et 7. Enfin, je veux dire, le job était fait, on avait tout donné, et partager à deux ce passage d'arche d'arrivée, c'était fabuleux. Est-ce qu'au sortir de cette médaille, est-ce que toi tout de suite tu te projettes dans une idée de défendre ton titre, quoi, de défendre votre titre? Est-ce que c'est tout de suite ça la chose dont tu as envie, et sur le projet auquel tu as envie de te consacrer dans les mois qui suivent? Du coup, dans le train de retour Paris, post-Thaïlande, là, on était avec Adrien, et là, il nous annonce du coup que les prochains mondiaux seront en Autriche, que c'est en juin 2023, et que en fait, avec le titre de championne du monde, Blandine, Audrey et moi, on est sélectionnés automatiquement pour l'aventure autrichienne. Et il y a eu du champagne dans le train à ce moment-là, non, peut-être? T'as été à la voiture bar directement. On s'est tous retrouvés à la voiture bar, et on a fait péter les bouchons, et c'était douche, shower, champagne, quoi. La base. Oui, voilà, la base. Non, il fallait prendre sa décision aussi, tu vois, moi j'ai pas dit oui comme ça de but en blanc, parce que, enfin voilà, au niveau des projets personnels, ça quand même, ça se réfléchit. Et puis après, je me suis dit, attends, c'est dans 7 mois. Normalement, les mondiaux, c'est tous les 2 ans. Donc là, on a notre titre pour 7 mois.
Alors on s'acharne depuis 1 an et demi à se sélectionner en équipe de France, et là dans 7 mois potentiellement je n'aurai plus le titre. Donc non, après on s'est dit faut rien lâcher quoi. On y retourne et on y sera en Autriche. On y sera et on défendra ce titre glané sur les terres thaïlandaises quoi. Et puis c'est vrai que ça donnait envie aussi, l'Autriche, tu vois, c'est ce parcours alpin qui peut être effrayant, et après quand on s'est penché dessus, mais c'était quand même un parcours qui ressemblait quand même plus à ce qu'on a chez nous aux Alpes et à un peu notre terrain de prédilection. Donc voilà, c'était très dépaysant la Thaïlande, c'était chouette, ça changeait vraiment au niveau culturel, au niveau organisation et tout ça, mais c'est vrai qu'il y avait aussi le côté beau parcours de l'Autriche qui faisait envie quoi. Donc le chapitre d'après, quelques mois plus tard, c'est Innsbruck. Est-ce que tu as changé des choses là dans ton approche de la préparation? Je crois que tu as fait le choix aussi délibéré de ne pas faire trop de courses en amont, ou en tout cas de privilégier des choses qui soient à portée de basket. Comment est-ce que tu l'as appréhendé toute cette phase préparatoire, et est-ce qu'il y a eu des choses significativement différentes de ce que tu avais pu faire précédemment? Pas tant, parce que du coup, quand t'as une recette qui marche, t'as envie de faire la même. Quand t'as des bons ingrédients pour une course, tu t'essaies de reproduire la même chose. Et puis après, le but c'était de pas se blesser, de continuer le côté prépa physique, d'aller sur place une semaine avec une partie de l'équipe pour essayer de reconnaître. On avait quand même pas mal de neige au moment où on y était, mais ça permettait de se mettre un peu ça en tête. Et je savais que les 15 jours avant les mondiaux, je pourrais pas me libérer au niveau professionnel pour aller sur place. Donc j'ai sauté sur l'occasion d'y aller avec l'équipe en avril. Et on est parti 4 jours là-bas. Et puis après, non, j'ai déroulé le plan habituel. Comme tu as dit, je suis pas partie très très loin pour m'entraîner. J'ai partagé des moments d'entraînement à Annecy avec des copains dans le Pilat, pas loin de chez moi. Et voilà, je l'ai joué sur ce qui marche pour moi, local, sans trop de pression, pas trop de dossard, et travailler dans son coin, et puis arriver prête le jour J, quoi. Et justement, est-ce que tu arrives sur la ligne de départ dans les dispositions espérées, en tout cas à l'issue de ta prépa, est-ce que tu considères que tu as fait le boulot? Oui, comme on l'a dit au début, là, je me sentais heureuse d'être là, parce que j'étais prête physiquement et mentalement, et j'avais vraiment hâte d'en découdre et de ramener à nouveau ce titre de championne du monde chez les filles. Et du coup, toutes les planètes étaient alignées, quoi. Est-ce qu'on peut dire que la stratégie, c'était qu'il n'y avait pas de stratégie sur la course? Eh ben ouais, c'était un peu ça. Enfin, il y avait quand même la stratégie du début de pas partir non plus à fond, et de pas se laisser embarquer sur cette première bosse que tu as très bien décrit tout à l'heure. Le but, c'était vraiment d'être sereine et de dérouler le plan, et de pas partir trop fort. Je savais que ça allait être une course exigeante physiquement, qu'elle allait prendre plus de temps qu'en Thaïlande, parce qu'il y avait déjà plus de dénivelé positif et que le terrain était plus technique. Donc le but, c'était vraiment de rentrer tranquillement dans sa course, de rester dans le game quand même. Il fallait pas non plus partir à la ramasse, surtout qu'on attaquait avec 2 bornes simili-plat avant que ça grimpe. Donc il faut quand même être dans le coup dès le début, mais ça sert à rien de s'enflammer. Il fallait vraiment rentrer progressivement dans la course, et pas se dire faut absolument que je pointe à tel temps ou telle place au premier ravito, parce que sinon la journée allait être longue, je pense. Quelle place il y a pour toi là dans ton esprit sur la considération d'une performance individuelle? Est-ce que là encore, et au-dessus de tout ça, il y a la réussite collective et ce titre par équipe à préserver? Ou est-ce que, alors évidemment que la performance individuelle et les bons résultats servent la cause de l'équipe, oui. Mais est-ce que toi, ton curseur, tu le places sur toi? Est-ce que toi, Marion, tu dois exécuter, ou c'est pour l'équipe? En premier, c'était vraiment j'œuvrais pour l'équipe. Comme j'ai dit, le garder ce titre, pour moi, c'était hyper important, parce que sinon j'aurais eu l'impression de l'avoir de manière très éphémère. Donc pour moi, c'était vraiment important de le garder. Il fallait faire une perf individuelle pour que le collectif soit présent, pour que le résultat collectif soit présent. Dans un coin de ma tête, je voulais quand même faire aussi bien qu'en Thaïlande en termes de place, se rapprocher du top 5 et pourquoi pas un podium individuel. Mais c'est sûr que les deux sont quand même intimement liés, entre ce résultat personnel et le résultat collectif. Il y avait aussi plus
plus de force en présence en Autriche. Donc c'était indéniablement, il fallait quand même faire une belle course ce jour-là, quoi. À quel point c'est un objectif, ce titre-là que vous, entre vous en tout cas, vous affirmez, vous affichez? Est-ce que vous vous parlez de ce titre et de gagner, vous avez conscience et confiance en votre capacité à le réaliser, ou en amont de la course, les discussions, c'est plutôt de se dire que chacun va faire au mieux et puis d'élaborer une stratégie collective Non, et individuelle qui fait que... On l'annonçait clairement. Enfin, avec les filles, on voulait absolument le garder et on voulait rester championne du monde. Donc, non, c'était annoncé et on voulait pas s'en cacher et on voulait le garder et on n'en avait pas ni peur, ni honte, ni quoi que ce soit. On se disait qu'on avait une belle équipe, que des belles personnes et du coup on se disait pas que la deuxième place ça allait être bien ou autre. Non, c'était vraiment pour la gagne, quoi. Est-ce que toi, pour revenir à tes possibles ambitions individuelles, est-ce qu'il y a un facteur X, tu vois, un espèce de déterminant, quelque chose qui peut créer les conditions pour que toi, ça marche particulièrement bien pour toi? Est-ce qu'à un moment tu te dis, je pourrais tirer mon épingle du jeu si il se passe telle chose, ou voilà, moi, là où est mon atout, je peux peut-être faire basculer la course en ma faveur? Est-ce qu'il y a un élément comme ça que tu as en tête? Je pense la gestion de l'alimentation et de l'hydratation, c'est tellement important sur ce genre de format de course. Pour moi, c'était le truc important et je savais que j'avais beaucoup d'envie, que mentalement c'était ok et du coup je savais que le côté où il fallait faire très attention, c'était concentration sur le ravitaillement. Marion, tu l'as pas remarqué, mais on est le 9 juin au petit matin. Comment est-ce que tu vis ces derniers instants qui précèdent le départ? Est-ce que de manière générale, c'est des moments où tu es sujette à un peu d'angoisse, ou est-ce qu'au contraire, il y a de la place à la sérénité? Tu es débordante d'envie. Comment tu vis, toi, ces instants-là, juste avant que ça parte? Forcément, il y a une part quand même de stress, d'appréhension, plus par le parcours en lui-même que par l'enjeu réel du jour J, tu vois, de l'événement. Mais après, beaucoup d'envie, le sentiment de plénitude parce que le boulot est fait et qu'on est prêt et qu'on a une belle équipe et les proches présents, mes parents étaient là aussi. Il y avait plein de choses qui étaient alignées pour que ce soit une belle journée. La météo était chouette au départ. Donc en fait, oui, il y a cette part de stress et d'appréhension, mais on n'est pas dans de la peur, encore une fois. Et voilà, je suis assez sereine quand même au départ et j'ai envie de partir et j'ai envie de me retrouver sur les chemins là-haut, quoi. Parle-nous justement, Marion, de tes 15 premiers kilomètres. Comment se passe le début de course, et puis notamment ces 2 premiers kilomètres qui peuvent être un peu piégeux, et la suite, ensuite la première bosse. Qui partent assez vite d'ailleurs, ça part vraiment vite. Et là, je me dis que voilà, faut rester dans le plan de course et pas s'emballer. Je me retrouve assez vite avec Manon. Il y a Blandine qui est partie devant, Audrey qui est en visu, donc voilà, j'ai l'impression que le plan se déroule bien, c'est la première bosse, tout se passe bien, on met les choses en place, on commence à manger dès la première montée, enfin tu vois, j'essaie de mettre en route, d'activer un peu sur mon petit tableau de bord tous les petits boutons au vert et puis quasi fin de première descente, on tombe, j'étais avec il y avait Manon pas loin, on tombe, il y avait Blandine en fait qui était clopin sur le bord du chemin à cause de son pied, et là elle nous annonce qu'elle va arrêter en bas de la bosse. Et là moi psychologiquement là je rentre dans la course parce que en fait je me dis ce pourquoi on est venu, garder ce titre par équipe, il est quand même un peu compromis sans Blandine. Donc ça me met un petit coup de stress, mais pas du stress négatif en mode panique. C'est vraiment plutôt en mode maintenant faut assumer les filles. Si on veut garder le Graal, il va falloir faire le boulot. Et je dis pas qu'on l'aurait pas fait sans ça, mais c'est plus il faut prendre ses responsabilités. En fait, on n'est plus derrière Blandine entre guillemets à se cacher. Enfin. C'est pas trop le terme, mais là il faut prendre les responsabilités, il faut y aller, il faut vraiment faire chacune une course individuelle, une belle course individuelle, et on va réussir à le garder ce titre parce que on est une belle équipe et on est une équipe forte et voilà, chacune
individuellement, on a nos qualités et on peut réussir sur un parcours comme ça à faire un beau score. Donc voilà, ça me fait rentrer un petit peu plus tôt dans la course mentalement, mais de manière quand même positive. Et puis après, oui, très déçue pour elle parce que voilà, on sait que Blantyne a énormément aussi d'attachement pour le maillot et c'est quand même dur le jour J de pas pouvoir s'exprimer. Donc, mais cette tristesse, au final, on a essayé d'en faire une force aussi pour elle. Et donc, du coup, je pense que ça, si tu poses la question à Audrey ou à Manon ou à Jocelyne, enfin, je pense que ça, sur nous toutes, ça a eu un impact au départ de tristesse et de se dire déçu vraiment pour elle parce que humainement, c'est dommage. Mais par contre, au niveau sportif, ça nous a peut-être aussi apporté un plus qui fait qu'on a voulu vraiment batailler encore plus pour garder le titre. Si on se penche sur la suite de ta course, donc le kilomètre 18, donc là vous êtes sensiblement dans les positions 11, 12, 13 là, de ce que j'ai pu voir. Tu es avec Manon Board à ce moment-là, avec qui tu as passé un peu de temps ensuite. Tu es toujours vraiment dans cette approche hyper pragmatique en fait de dérouler le plan, c'est ce que tu évoquais. Tes sensations, ça dit quoi à ce moment-là? Est-ce que tu as l'impression que tu es dans un grand jour ou que tu vas devoir composer avec des sensations qui sont peut-être pas aussi exceptionnelles que ce que tu imagines, mais ça peut te donner les armes suffisantes et puis tu as l'envie qui fait que tu vas t'accrocher et donner le meilleur pour y arriver? Je me sens pas hyper strato où tu vois, comme ça peut arriver des fois où tu te dis punaise. Wow, je vole. Les jambes sont là aujourd'hui. J'ai pas ce sentiment-là du tout. Par contre, j'ai le sentiment que que j'ai enclenché un truc à titre mental et à titre plan à dérouler que si je suis vraiment mon truc à la lettre, ça peut faire une belle course. Donc je suis pas inquiète, même si c'est pas des super jambes et que voilà, je sais que si je déroule le plan, ce que j'ai établi, si je reste concentrée, si je mange bien, si je gère ma course, si je m'enflamme pas, je sais que ça peut faire un truc sympa. Donc je reste dans cette ligne de conduite et je me mets vraiment dans une bulle où je m'enferme un peu sur mes ressentis et sur mon ravito. Est-ce que ça laisse de la place pour le plaisir à ce moment-là ou est-ce que tu es tellement dans l'exécution que c'est une notion que tu satellises un peu? Non, il y a malgré tout ouais, si surtout à la deuxième bosse là, je me souviens, tu t'as donné le nom tout à l'heure, je m'en souviens plus. Tu es en train de me piéger, tu veux que je le dise. Voilà. Et là c'est magnifique, on est sur le point culminant de la course et là il y a vraiment beaucoup de plaisir. Je trouve que c'est un super parcours alpin et il y a énormément de plaisir et en plus on retrouve des membres du cours qui étaient là aussi, les filles du cours et sont sur le parcours et elles nous encouragent et du coup il y a beaucoup de plaisir parce que je suis pas enfermée dans le sens où j'ai pas d'interaction avec l'entourage. Je croise mes parents sur le parcours, je croise Nico, donc je suis pas en mode robot autiste non plus à rien entendre, mais par contre je suis concentrée, mais j'apprécie de croiser ces têtes connues et de savourer ces encouragements tout au long du parcours et puis aussi de profiter du paysage aussi. Donc non, il y a quand même il y a aussi de la place pour ça. Oui, bien sûr. À quel point tu vis la course avec Manon aussi? Vous arrivez à la partager ou vous êtes toutes les deux un peu dans le même état d'esprit? Non, on est quand même concentrées toutes les deux. On papote pas, enfin tu vois, on reste des fois elle me donne pas des écarts, mais elle me dit là a priori apparemment on n'est pas loin du podium individuel, ou elle me donne quelques infos, mais là je commence vraiment à décrocher au niveau interaction extérieure et c'est vrai que je me dis en fait non, il faut pas se fixer par rapport à ça, il faut donner le meilleur de soi-même, il faut faire sa course parfaite et si on fait chacune notre course parfaite en tout cas du mieux qu'on peut, le résultat à titre collectif sera là, mais je voulais pas ce genre d'infos en fait. Je voulais pas savoir qui était devant. Et t'avais peur que ça te fasse perdre le cap? Oui, voilà. J'avais peur que ça me sorte de ma bulle. J'avais peur que ça me fausse mes sensations
perso en fait, et du coup j'avais pas envie de savoir tout ça. Et du coup j'ai pas cherché en fait, je demandais rien, je voulais pas savoir. T'as le sentiment quand même que tu reprends, enfin tu t'observes que tu reprends des filles et que ça se passe plutôt bien et que plus la course avance, Oui. plus tu reviens. Mais tu vois, je compte pas, je sais pas où j'en suis. Autant t'as des courses, des fois tu te dis ah bah là, bah typiquement quand tu fais une course du Ventoux et qu'il y a une sélection, bah tu sais à peu près où t'en es, et tu sais ta place quoi. Et là, pas du tout. Enfin là, je reste dans mon monde, et je compte pas, je sais pas où j'en suis par rapport aux filles. Je retrouve une Allemande avec Audrey, on avait quand même beaucoup bataillé en Thaïlande quelques mois auparavant, et du coup là j'ai ce petit sourire intérieur en me disant tiens, si Audrey elle était là, ça la ferait marrer que de voir que je partage pas mal de kilomètres avec cette Allemande avec qui on a beaucoup bataillé en Thaïlande, et là je me retrouve avec elle à courir, à rebatailler, et je me dis voilà, je suis toute seule quoi pour l'accrocher et puis pour essayer de la lâcher. Donc voilà, j'ai des petits moments comme ça où il y a des petits souvenirs des petits flashbacks qui me reviennent, mais très peu, en fait, au final. J'ai l'impression vraiment de pas avoir le temps. Tu sais, je regarde pas ma montre, je regarde pas grand chose, le paysage, je le regarde de moins en moins. Enfin, je reste vraiment concentrée sur la course, sur l'étape d'après, le point suivant, le ravito suivant, et ça reste assez automatique, quoi. Je saute jusqu'à l'avant-dernier ravito. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, tu franchis encore un cran en termes d'engagement? À ce moment-là, est-ce que tu as l'envie et les capacités d'appuyer un peu plus fort et te dire que tu peux peut-être aller chercher quelque chose de très grand ce jour-là? Après, je savais qu'il y avait une portion, tu sais, avec des petites relances, un peu ce qui ressemble chez moi, pas des longues montées de 1004, ce que j'ai pas du tout à la maison, plutôt des petites bosses de 100 mètres. Enfin, donc là, je me dis, en fait, c'est ma partie. C'est là où je peux m'exprimer, c'est mon terrain. C'était une partie qui était peu technique, avec que des relances jusqu'au dernier ravito à Kranebitten. Et du coup, je me suis dit, là, il y a que des petites relances, il y a du plat. C'est des choses que j'aime faire, j'aime courir, voilà, j'ai le terrain à côté de chez moi, c'est du plat ou des petites montées. Donc là, je me suis dit, c'est à ce moment-là où il faut que je puisse m'exprimer un peu plus. J'ai survécu à ce qui était avant, qui est pas forcément ce que je retrouve dans mon terrain d'entraînement. Donc là, maintenant que c'est mon terrain, il faut y aller, quoi. Donc là, je remets un petit coup à ce moment-là. Tu vas dépasser ensuite à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée Catherine Hartmut, qui est à ce moment-là première. Ça veut dire que tu deviens à ton tour première. Est-ce que c'est une notion que tu as en tête à ce moment-là? Est-ce que tu conscientises que ta position actuelle veut dire que si tu veux la maintenir jusqu'au bout, il y a un titre qui est à portée de main, ou est-ce que tu t'interdis de l'entendre, tu verrouilles encore, tu veux pas diverger à nouveau du cap que tu t'es donné? Ouais, je verrouille. C'est fermé à double tour. La clé est dans la petite poche de mon sac, de mon camel. Et non, je veux pas. Plus encore pour cette première place que sur le reste des positions que t'as pas demandé précédemment? Non, je t'avoue que je reste pas d'émotion, pas de rien. Juste courir et faire du mieux qu'on peut et aller jusqu'au bout. Robocop, Marion. Non, mais là, je t'assure que je voulais surtout pas d'émotion, enfin rien de tout ça, quoi. Je voulais juste faire continuer à dérouler ce qu'il fallait faire le jour J, la partition du jour J, et j'avais pas du tout envie de penser à tout ça. Il y a un moment sympa après avec Thomas Cardin que tu croises à 4 km de la fin, c'est ça? Là, les choses prennent quand même une autre tournure, ou en tout cas se concrétisent, et il y a des mots qui sont un peu posés sur ce qui peut se passer, et puis je pense qu'il te donne un espèce de rendez-vous, en tout cas, auquel tu espères qu'il ne sera pas. Oui, parce qu'il me dit tu vas être championne du monde, ma grande, tu vas être championne du monde. Et là, pareil, j'entends, mais j'écoute pas. Et puis il me dit qu'il y a un croisement un peu plus bas qu'on avait déjà reconnu parce qu'on avait fait cette dernière bosse en reco. Et en gros, si je le voyais pas à ce petit croisement en bas, ça veut dire que j'avais plus de 2 minutes d'avance par rapport à Katharina, et du coup quand j'arrive à ce fameux croisement, je vois pas Thomas, donc je l'ai pas revu après, et là je me dis bon, j'ai quand même 2 minutes et ça tombait bien parce que j'avais vraiment des crampes. D'ailleurs, je m'en suis plaint auprès de Thomas en lui disant j'ai vraiment des crampes, et j'avais peur en fait que
tu vois, ce jour-là, je me suis dit, si j'ai des émotions qui arrivent, eh ben, j'avais peur que ça perturbe mon équilibre corporel, l'homéostasie corporelle, et qui des crampes et qui finalement me bloquent. Et du coup, c'est pour ça en fait que j'ai verrouillé à ce point-là, c'est que je cherchais vraiment à rester dans le même état jusqu'au bout. Et quand je vois pas Thomas, je me dis que bon, j'ai ces 2 minutes-là. A priori, je devrais pas jouer le truc au sprint ou autre, donc voilà, ça me rassure. Et puis après, j'arrive sur le bitume tout à la fin. Je croise Laurence qui s'occupe de la course en montagne des jeunes, et pareil, même Laurence, j'ai adoré sa réflexion à ce moment-là, parce que elle me dit jusqu'au bout. En fait, jusqu'au bout, chaque seconde compte. Donc tu vois, elle est pas dans l'euphorie à m'hurler dessus en me disant tu vas être championne du monde et tout. Elle me dit c'est bien ce que tu fais, c'est jusqu'au bout. Et là c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais entendre. Et du coup, je reste encore plus dans mon dans mon verrouillage mental, et du coup c'est vraiment qu'à la fin enfin voilà, tu vois, dans les derniers le dernier 600 800 mètres où je vois toute l'équipe de France et je me rapproche de la ligne, où là je commence à me dire bon allez, c'est bon. C'est maintenant, tu peux lâcher, quoi. Tu peux savourer. Mais ouais, c'est sûr que mentalement, c'était quand même dur de rester dans cet état-là, quand même. Avant que tu nous racontes tes sentiments sur l'arrivée et les dernières centaines de mètres, est-ce que là, la considération que tu as, elle est sur tout ce que tu réalises toi pour toi? Est-ce que il y a de la place pour penser aussi à l'équipe à ce moment-là? Est-ce que tu dis aussi, chaque seconde que je gagne va servir l'intérêt de l'équipe, ou est-ce que là, tu es juste en train de prendre en pleine poire que tu vas décrocher le titre de championne du monde en individuel? C'est mêlé, les deux. Il y a l'équipe. Je me dis, si je savais que Manon était dans le coup aussi, donc voilà. Je savais pas ce que ça donnait pour Audrey. Je savais pas ce que ça donnait pour Joss. Mais en fait, je me suis dit bon, il y a déjà ça, c'est déjà fait. Donc j'attendrai les filles sur la ligne. Et puis après, je me suis dit maintenant, on savoure aussi pour toi et sur ce jour en fait. Et quand Charlotte me tend le drapeau quelques mètres avant l'arrivée, je me suis dit que celui-là il était pour moi, quoi. Donc ouais, c'était très très intense. Et puis voilà, tu retrouves tous les membres de l'équipe sur la ligne, Nico, j'ai retrouvé mes parents, il y avait Blandine, enfin voilà, c'était très euphorisant d'arriver cette ligne d'arrivée dans le centre d'Innsbruck, quoi. Donc très 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 heureuse. Est-ce que tu as le souvenir du moment précis où tu as laissé le cœur prendre le pas sur la raison? C'est le moment où tu t'es autorisé se lâcher prise et laisser plus de la place à l'émotion? C'était quand? C'était quand je croise la ligne, ouais, les 600 mètres avant, où il y a plusieurs membres de l'équipe de France qui sont là, qui font, tu sais, une petite haie d'honneur avant que tu arrives sur le tapis de l'organisation. Et t'avais 2 arches, en fait. T'avais une première arche, et après t'avais un petit peu plus loin, t'avais l'arche finale. Donc tu fais une sorte de demi-tour, en fait. C'était une ligne droite et un demi-tour, et hop, après t'avais l'arche d'arrivée. Donc quand j'arrive, je croise tout le monde de l'équipe, j'ai le drapeau en main, et que là je laisse aller les émotions. C'est des belles images, je les ai en tête, tu vois, au moment où tu me les racontes, je les revis aussi. Moi je les revis à 100%, là. Je ferme les yeux, je m'y projette. Tu as donc conclu cette course après 11 heures et 22 minutes et 31 secondes d'effort, et donc deviens championne du monde de trail long. Ça fait du bien de le redire, tu l'as déjà entendu beaucoup, mais voilà, il faut l'affirmer, le clamer. Pour compléter un peu les performances là sur le podium, il y a Catherine Hartmut qui est derrière toi, un petit peu moins de 7 minutes derrière, Manon Board qui finit 3e, donc ça fait un très joli podium, Audrey Tanguy 10e, Jocelyne Pauly 17e. Et puis, évidemment, Blandine, dont on a parlé, qui malheureusement ne finit pas. Et on sait à quel point ça a pu l'affecter et être difficile aussi pour elle, et par écho pour vous. Donc voilà, on pense aussi, même si elle a de l'eau a coulé sous les ponts depuis, mais ça a été un moment auquel on a pensé beaucoup à Blandine. C'est la question que je t'ai posée un peu tout à l'heure, mais sur ta diag. Mais est-ce que c'est une surprise absolue, ce résultat-là? Ah bah oui, non, mais j'étais pas prête à ça. Oui, tout à fait. Oui, c'était pas imaginé avant, et ni même rêvé. J'ai lu que podium top 5 déjà, ça aurait été formidable. Ouais, podium individuel et tout, une médaille aux mondiaux, c'est quand même fabuleux, quoi. Et alors là,
l'or. Ouais, c'était incroyable et il m'a fallu quelques temps pour réaliser. Hein. C'est tellement beau, franchement. Vous nous avez tellement fait rêver. Pardon, je sors un peu de mon registre, mais c'est l'émotion qui parle, mais c'était tellement puissant. Ouais. C'est quoi, tu penses, Marion, les clés de ta réussite, là, si tu devais expliquer quels ont été les critères de cette réussite et de ce succès? Et ne m'explique pas que c'est un jour de chance et que c'était tout bien aligné ce jour-là, etc. Je ne te crois pas. Non, le travail en amont, la patience en amont, la force mentale du jour et la gestion. Autant t'as des courses qui se gèrent pas du tout de la même façon, mais là, vu le parcours et tout, il y avait quand même une part de gestion qui était quand même importante. Donc et garder la tête froide aussi, moi je trouve, sur ce plan imaginé. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a la belle théorie, mais c'est juste qu'en perdant de la lucidité, avec un peu peut-être l'enjeu, les positions, l'engouement, tu peux peut-être d'un seul coup un peu dévisser. Et toi, le fait que finalement tu verrouilles tout ça a fait en sorte que tu puisses exécuter le plan à la perfection, quoi. Ouais, t'as bien résumé. Est-ce que malgré tout ça, est-ce qu'il y a des choses est-ce qu'en sortant d'une course pareille, on se dit peut-être j'aurais pu faire ça différemment, peut-être j'aurais pu faire ça mieux, ou là il y a tellement de satisfaction, le résultat est tellement génial que il n'y a pas de piste d'optimisation? Non, mais là j'ai eu aucun questionnement. regret. Non, franchement là je me suis pas. Non, j'étais satisfaite. Ouais, tu peux. Ouais. Elle raconte quoi cette victoire, Marion? Si on prend une image, la big picture pour parler en bon français, plus globalement sur ton parcours, sur tes aspirations, sur ton double projet, enfin, qu'est-ce que ça raconte de te voir sur la plus haute marche du podium mondial? Qu'il faut toujours croire en ses rêves et même s'ils se réalisent pas tout de suite, dans les premiers mois ou premières années, où ce rêve naît, potentiellement avec du travail et une ligne de conduite et une organisation, que ça peut se réaliser, quoi. Donc pour moi c'était plus par rapport à ça. J'y ai pensé à l'âge de 12-13 ans de cette équipe de France. Je le fais plusieurs années plus tard, dans un autre sport, dans un autre contexte, avec un métier. Enfin, du coup, ouais, c'est des belles choses, je trouve, à raconter, c'est vrai, parce que du coup ça donne, je pense, de l'espoir quand tu rêves d'un truc et que t'as l'impression sur le papier que t'as peut-être pas toutes les cartes en main, mais en fait si, tout est possible, quoi. On peut te mettre un Covid, on peut te mettre des annulations de sélection, on peut te mettre tout ça. Marion va au bout de son idée et de son rêve bleu, blanc, rouge. C'est génial. Avec la petite cerise sur le gâteau. Ouais. Exactement. Et voilà. Et puis là, on parle de toi, mais évidemment, c'est un accomplissement collectif et c'est super pour l'équipe. J'imagine que vous avez vécu des belles émotions et que les liens que ça a pu tisser entre vous sont indéfectibles, encore plus quand ça sourit, quoi. Globalement pour vous, les filles, mais chez les garçons aussi, c'était une telle euphorie. Le résultat global de l'équipe, il est quand même 11 médailles, ma première nation. Il est superbe. Enfin, voilà, c'était une émulation globale et une dynamique, une force incroyable, quoi. J'espère qu'il y aura d'autres moments encore comme ça pour cette équipe, parce que ce qui s'est passé en Autriche, c'était dingue, quoi. C'était dingue à vivre. Ouais. Marion, une question classique du podcast. Une image que tu retiens de cette course, celle à laquelle tu penses là tout de suite maintenant. L'arrivée. Ah ouais, l'arrivée avec le drapeau dans les mains, et dès que je passe la ligne d'arrivée, ouais. C'est ce qui me vient tout de suite. On parlait du lundi matin 8h, en disant que quoi qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait une médaille ou un DNF, le lundi 8h, il y a des patients en face de toi pour lesquels tu dois être disponible et dans les meilleures dispositions. Je sais pas si tu as précisément travaillé le lundi qui a suivi. C'était quoi ton envie? Est-ce qu'après tout ça, quand même, tu as ressenti un besoin de couper, un besoin de temps pour toi, pour réaliser aussi tout ça? J'imagine que ça prend quand même pas mal de temps. Je sais pas combien de temps ça peut prendre pour réaliser ce qui vient de se passer, mais est-ce que ça a été aussi, comme précédemment, finalement, une aide de pouvoir rentrer sur tes rails et puis te réancrer dans ta vie, d'avoir ce rendez-vous au boulot le lundi matin? Ou est-ce que là, peut-être un peu plus que les autres fois, tu as eu envie de prolonger, de couper et de vivre un peu plus durablement ce moment?
Je suis restée un moment et en fait il a fallu quand même réaliser un peu tout ça et du coup le fait d'avoir repris quand même assez vite ça a peut-être mis un peu plus de temps que si j'étais restée en Autriche la semaine d'après ou il fallait répondre aussi à des sollicitations, j'avais pas forcément le temps parce que du coup j'avais mon quotidien qui avait repris donc en fait il a fallu aussi un peu organiser ce côté post Autriche parce que je pouvais pas répondre aux interviews, aux trucs, aux machins alors que j'étais aussi au cabinet donc ça c'était un peu plus le côté que j'avais pas trop imaginé qui était un peu compliqué à organiser. Après il fallait prendre rendez-vous sur Doctolib pour avoir une interview avec toi. Ouais, j'aurais dû donner mon Doctolib en fait. Et du coup, il a fallu organiser ça. Après, j'ai eu besoin aussi de retrouver un peu mes proches, ceux que j'ai moins vus pendant la prépa, qui sont pas forcément dans le milieu sportif. Donc, j'ai eu besoin aussi de partager ça avec mes proches. Donc, ça tombait bien que le programme d'entraînement soit franchement arrêté, réduit à ce moment-là, parce que du coup, ça me libérait du temps. Et puis, voilà, de réaliser progressivement un peu ce qui s'était passé pendant cette semaine autrichienne, essayer d'assimiler un peu tout ça, ça a pris un petit peu de temps, quoi. Donc, puis après, il a fallu que je me soigne parce que j'avais un tendon d'Achille complètement en vrac après l'Autriche. Donc, l'été, ouais, j'ai un peu payé physiquement, j'avais déjà une petite fragilité à ce niveau-là. Puis je pense, les terres autrichiennes ont fini le travail. Donc, il a fallu aussi un peu se soigner cet été. Donc, voilà, c'était un mélange un peu de tout ça. Mais comme il n'y avait pas de stress, de course derrière, j'ai pris les choses quand même avec beaucoup de philosophie et de calme parce qu'il n'y avait pas d'urgence à revenir être prête physiquement tout de suite pour un autre objectif. Donc, c'était appréciable aussi, tu vois, à ce moment de relâcher, de pas avoir de contraintes mentales à ce niveau-là et de pouvoir profiter. Il faut quand même se dire que sur des journées comme ça, émotionnellement, c'est quand même très très fort et en fait, c'est un truc peut-être que j'avais un peu sur le coup, j'avais pas imaginé que ça mettrait quand même un peu de temps à revenir et donc je suis très contente de pas m'être fixée d'autres courses ou d'autres objectifs parce que je pense que je les aurais pas forcément bien gérés et du coup le fait que j'avais le travail en backup et mes patients et c'était très bien en fait à ce moment-là. Est-ce que ces deux titres, tu penses encore au quotidien, tous les jours? Est-ce que tu as une pensée pour ce moment-là? Et puis plus globalement, est-ce que ça a changé quelque chose pour toi et autour de toi ou rien de notable? J'y pense plus tous les jours quand même, hein. Non, mais après oui, forcément ça change un peu. Ça légitime un peu ta pratique vis-à-vis de tes collègues, vis-à-vis de ta famille. Ça justifie aussi un peu sur ceux qui sont pas du tout dans le milieu du sport. Ça leur parle un peu ce genre de résultats. Donc c'est vrai que ça concrétise un peu tout ça et voilà, du coup après ça donne envie de mieux s'organiser pour des saisons un peu futures, peut-être pour essayer de trouver un petit peu plus de temps pour pouvoir s'entraîner un peu plus correctement, enfin on va dire d'optimiser ces points de récup et d'entraînement dont j'ai parlé en début de podcast. Donc oui, il y a des petites choses qui changent et t'as de la reconnaissance aussi sur des personnes où tu t'attendrais pas, des opportunités de vie rigolotes et ouais, ça ouvre des portes quand même. Donc oui, c'est sympa de vivre ça. Quelle place tu as envie, toi, d'accorder à l'équipe de France aujourd'hui, là, dans ton cycle de carrière du moment? Est-ce que c'est un intérêt qui peut prendre le pas sur tes compétitions à titre individuel? Est-ce que c'est un complément et les deux peuvent et doivent coexister? Les deux peuvent coexister. Les deux peuvent coexister, surtout que quand même depuis qu'Adrien a changé aussi un peu des critères de sélection et tout, tu peux quand même prendre part à d'autres courses pour te distinguer et porter le maillot. Donc il y a ça, forcément il y a toujours les France qui restent la course de sélection, mais après je pense que sur une organisation de saison, les deux peuvent coexister et en tout cas moi j'ai toujours envie que le maillot fasse partie de ma vie de sportive, ce maillot en tout cas. Donc là, si on se projette un petit peu à l'avenir, en 2024, on peut dire qu'il y a une date du côté d'Annecy qui est déjà verrouillée dans ton agenda, c'est les championnats d'Europe. J'imagine que c'est oui. première je vois pas du tout de quoi tu parles. Il y a aussi des rêves d'Amérique, si j'ai bien compris, pour l'année prochaine. Les rêves américains, tu vois. Ouais, c'est sûr que Western, Hard Rock, c'est deux courses qui me font vraiment envie. Donc
laquelle, dans quel ordre, refaire un UTMB, et il me dit que c'est aussi des choses qui me font envie. Comment tout ça va s'articuler, je sais pas encore bien, mais en tout cas c'est des courses qui me font envie de faire pour la première fois ou de refaire. Donc voilà, là le but après ce sera de jouer au casse-tête chinois et de tout organiser pour pouvoir cocher ou recocher ces courses. Marion, c'est la dernière question du podcast. C'est le motto de la fin. Est-ce que tu aurais une devise en guise de conclusion de nos échanges à partager avec nos auditeurs? Croire en ses rêves et avoir des projets, des rêves, des objectifs, et puis tout faire pour les réaliser, travailler pour les réaliser. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui me guide aujourd'hui. Ce qui t'anime, ouais, est-ce que tout à fait. Tu arrives à faire la démonstration que ça fonctionne? C'est la plus belle des démonstrations. Merci beaucoup Marion. C'est malheureusement la fin de cet épisode. On a passé 1h30 ensemble. C'était génial. Bravo encore à toi pour ce titre et ces étoiles que tu as mis dans nos yeux de supporters de l'équipe de France. Vous nous avez tous fait bigrement rêver à titre individuel et collectif avec ce niveau de performance globale là dont on a parlé et ces 11 médailles françaises qui ont été glanées à Innsbruck. C'était feu d'artifice plusieurs fois par jour. C'était génial à suivre même à distance. Puis voilà, on l'a dit, mais ta performance, elle porte aussi ce génial message qu'il est possible de s'accomplir et de se réaliser sportivement au plus haut niveau sans avoir nécessairement à renoncer aussi ou mettre de côté provisoirement son projet professionnel, et quand bien même il est très chronophage, il peut aussi être contributif d'un équilibre général qui est favorable et qui permet la performance. C'est à nouveau, c'était une brillante démonstration de tout ça, cette histoire de championnat du monde. Je te souhaite beaucoup de bonheur. Merci de Guillaume. succès dans tes rendez-vous sportifs à venir. J'ai hâte de te revoir avec ce maillot bleu-blanc-rouge qui te va si bien au teint, Marion, on peut le dire. Donc, hâte de suivre la suite des aventures avec le maillot et puis surtout toutes tes courses personnelles et tes engagements, que ce soit du côté des États-Unis ou du côté de Chamonix notamment. Eh bien, merci Guillaume, et prends soin de toi, et puis au plaisir de te croiser sur une prochaine course du coup. Avec grand plaisir, merci, ça a été un très chouette moment. Merci à toi. Salut Marie. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu. Alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute. Merci encore infiniment pour votre soutien, votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir. S'il vous plaît, continuez. À très bientôt pour une nouvelle course épique, évidemment.